Presque tout ce qui traverse les océans voyage dans un fil de verre que tu peux casser entre deux doigts. Chaque message, chaque appel, chaque virement bancaire entre continents. 99% de ce trafic passe par là, pas par satellite, par du verre. En 1970, dans les laboratoires de Corning, une équipe a fabriqué le premier verre assez transparent pour qu'on ait envie d'y faire entrer de la lumière. Et ce jour-là, l'industrie du cuivre a compris que ses jours étaient comptés. Maintenant, ce que presque tout le monde répète au sujet de ce fil est faux. On te dit qu'il est plus fin qu'un cheveu humain. Il ne l'est pas. Le fil de verre mesure 125 micromètres, environ 5 millièmes de pouce, et un cheveu humain se situe entre 17 et 180 micromètres. Autrement dit, ce fil est aussi épais qu'un cheveu, et souvent davantage. Ce qui est vraiment fin se trouve à l'intérieur. Un canal de 8 micromètres dans lequel court la lumière. Ça, oui, c'est presque 10 fois plus fin que ton cheveu. Et ce canal doit rester parfait sur des milliers de kilomètres sous la mer, sans dévier d'une fraction de micromètre. Et voilà la partie que personne n'attend. Tout ça commence dans une carrière de sable. Du sable ordinaire, celui que tu piétines au bord de n'importe quelle rivière. Aujourd'hui, on suit le chemin complet, de la fosse de sable jusqu'au câble qui tient 25 ans au fond de l'Atlantique. Et tu vas voir le moment exact où le sable cesse d'être du sable. Le verre le plus pur de la planète commence de la façon la plus banale qui soit. Une pelleteuse qui remplit des camions. Du sable de quartz, pâle, sale, rien de spécial à l'œil. Une usine de traitement peut avaler 200 tonnes à l'heure, environ 220 tonnes courtes. Et de tout ça, la moitié à peine passe le filtre. Le reste part en sable de fonderie, en béton ou en fondation de route. Ce qui reste traverse des cribles qui retiennent les pierres et le gravier, puis des jets d'eau qui emportent la terre, la poussière et les minéraux en trop. Et voici le point important. Même ce sable sélectionné reste un déchet pour faire de la fibre optique. Parce que l'ennemi numéro 1, ce n'est pas la pierre, c'est le fer. Quelques parties par million de fer dans le verre et la lumière s'éteint au bout de quelques kilomètres. Alors on ne se contente pas de fondre la silice. On la transforme en composé de silicium dans des circuits fermés. On la distille encore et encore, puis on la retransforme en verre avec une pureté qui se mesure en parties par milliard. Pour te donner une idée de ce que ça veut dire, si l'eau de mer était aussi transparente que ce verre, depuis la surface tu verrais le fond de la fosse la plus profonde de l'océan. De montagnes entières de sable, il ne sort qu'une quantité ridicule de matière à prouver. Et avec cette matière, l'usine se dirige droit vers la machine la plus étrange de toute la ligne. Un tour. De n'importe quel atelier mécanique. Sauf qu'ici, on ne coupe pas du métal. On construit du verre, couche après couche. Sur le tour, tourne un tube creux de silice d'1 mètre et quelques de long, plus de 3 pieds. À l'intérieur, circule un mélange de gaz. À l'extérieur, un chalumeau le balaye d'un bout à l'autre à environ 1600 degrés Celsius, près de 2900 Fahrenheit. À l'endroit où frappe la flamme, les gaz réagissent et déposent sur la paroi intérieure une pellicule de silice si mince qu'on ne la voit pas. Le chalumeau revient, une autre pellicule, puis une autre, des centaines de passages, pendant une demi-journée ou plus, sans jamais s'arrêter. Le plus intéressant, c'est que la recette du gaz change en cours de route. Les premières couches sont réglées pour renvoyer la lumière vers l'intérieur. Les dernières, celles qui restent au centre, contiennent du germanium et deviennent le cœur, le canal dans lequel passera le signal. Quand il y a assez de matière, la température monte et il se passe quelque chose de presque hypnotique. La poudre blanche devient transparente et le vide central se referme tout seul jusqu'à disparaître. Ce qui reste est une barre massive d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, 4 pouces. On l'appelle préforme.
Elle ne transmet encore rien, mais à l'intérieur, le câble complet est déjà écrit. Allez. La préforme monte en haut d'une tour de fibrage, une structure de plusieurs étages creuse à l'intérieur. En haut, la barre descend lentement vers un four à près de 2000 degrés Celsius, plus de 3000 en Fahrenheit. La pointe ramollit, une goutte de verre fondu se décroche et cette goutte tombe en tirant un fil derrière elle. En bas, des roues attrapent ce fil et commencent à tirer. Et voilà l'astuce de toute l'industrie. La barre de 10 cm devient un fil de 125 micromètres. Et elle continue de descendre à une vitesse qui approche les 100 km/h, environ 60 000 à l'heure. Et à cette vitesse, le problème, c'est l'épaisseur. Des capteurs laser mesurent le diamètre des centaines de fois par seconde. Si le fil grossit d'1 micron, les roues accélèrent. S'il maigrit, elles freinent aussitôt. Tout ça se joue en temps réel, sur un verre qui file à vitesse d'autoroute. Sur le même trajet, quelques mètres plus bas, le fil entre dans 2 bains de polymère qui durcissent sous lumière ultraviolette en une fraction de seconde. Ce revêtement fait passer le diamètre à 250 micromètres, 1 centième de pouce, et il n'est pas optionnel. Un verre nu qui frotte contre quoi que ce soit garde une marque, et ce point-là finira par casser. D'une seule préforme peuvent sortir plus de 1000 km de fil continu, plus de 600 000, sans une seule soudure. Et ce fil doit laisser passer la lumière sur plus de 100 km, environ 60 000, avant que quelqu'un ait besoin de l'amplifier à nouveau. Et là, l'usine fait quelque chose qui ressemble à du sabotage. Elle casse son propre produit exprès. Ça s'appelle le test de résistance et il ne se fait pas par échantillonnage. Il se fait sur chaque mètre de fibre produite. Le fil passe dans un système qui le soumet à une tension de 100 000 livres par pouce carré, environ 700 mégapascales. Traduit en quelque chose de visible, c'est comme suspendre presque 1 kg, environ 2 livres, à un brin de verre de l'épaisseur d'un cheveu. Les tronçons sains tiennent et continuent leur route. Ceux qui portent une fissure microscopique cassent sur place, dans l'usine, et pas à l'intérieur d'un câble enfoui sous l'Atlantique. Ensuite vient la couleur. Toutes les fibres se ressemblent, alors chacune reçoit une couche d'encre extrêmement fine, durcie aux ultraviolets, qui ne change presque pas son diamètre. Il y a 12 couleurs standards, et grâce à elles, un technicien peut ouvrir un câble à 3 heures du matin et savoir exactement quel brin est quel brin. Les fibres sont ensuite regroupées dans des tubes remplis de gel, et ces tubes sont toronnés en hélice autour d'un élément central de renfort. Ce détail est plus malin qu'il n'en a l'air. En tournant en spirale, la fibre est toujours un peu plus longue que le câble qui la contient. Quand le câble s'étire, l'hélice s'ouvre et le verre ne s'en aperçoit même pas. À la fin, une extrudeuse enveloppe le tout dans du polymère fondu et l'ensemble tombe dans un bac de refroidissement. Dans les conceptions les plus denses, 864 fibres tiennent dans un câble de moins d'1 pouce d'épaisseur, environ 23 mm. Avant de quitter l'usine, le câble passe par une salle où on le maltraite pour de bon. On le tire avec des forces de 150 à 300 kg, de 300 à 600 livres. On l'écrase, on le plie, on le frappe, on le tord. On plonge une extrémité sous une colonne d'eau pendant 24 heures pour voir si l'humidité entre. Et pendant toutes ces tortures, un laser court à l'intérieur. Si le signal vacille une seule fois, la bobine entière part à la ferraille. Pour la terre ferme, l'histoire s'arrête là. Pour l'océan, elle commence à peine. Un câble sous-marin porte autour de son cœur un tube de cuivre qui transporte jusqu'à 10 000 volts. Parce que tous les 60 à 100 km, soit tous les 40 à 60 000,
il y a un amplificateur posé au fond de la mer qui a besoin d'électricité envoyée depuis la côte. Par-dessus viennent des dizaines de fils d'acier enroulés côte à côte pour former une armure. Et là apparaît le paradoxe final. Près de la plage, là où menacent les ancres et les chaluts, le câble est blindé et enterré 1 mètre sous le fond, plus de 3 pieds. Mais en pleine mer, à 4 ou 5 km de profondeur, soit 13 à 16 000 pieds, l'armure ne sert plus à rien. Le câble se couche nu sur le fond, de l'épaisseur d'un tuyau d'arrosage, environ 25 mm, 1 pouce. Aujourd'hui, il y a plus d'1 400 000 km de ces câbles au fond des mers, près de 870 000 milles, répartis sur plus de 500 systèmes. Et toute cette ingénierie reste fragile, d'une manière presque ridicule. En 2008, plusieurs câbles ont été sectionnés en Méditerranée en quelques jours, et l'Égypte a perdu près de 70% de sa connexion avec le monde. Banques, compagnies aériennes, bureaux, tout s'est arrêté d'un coup. Un câble conçu pour 25 ans d'obscurité et il suffit d'une encre mal jetée. Tout le monde numérique repose sur un fil de sable fondu qui tient dans ta main et que tu peux casser entre 2 doigts. Le plus étonnant, ce n'est pas qu'il soit fragile. Le plus étonnant, c'est que quelqu'un ait appris à le fabriquer assez parfait pour qu'il tienne. Chaque année, des quadrillions de gigaoctets de données traversent les océans du monde. Messages, vidéos, virements bancaires et fichiers qui franchissent des milliers de kilomètres en 1 seconde. Mais peu de gens connaissent la vérité troublante. La quasi-totalité de l'Internet planétaire ne passe pas par satellite, mais par de minces filaments de verre enfouis dans les ténèbres glacées au fond des océans. Aujourd'hui, nous monterons à bord d'un navire gigantesque qui pose les véritables artères du monde moderne. Une technologie plus complexe que bien des missions spatiales, où une seule erreur peut priver de connexion des pays entiers. Mais le plus mystérieux reste ce qui se cache à des milliers de mètres de profondeur, quelque chose dont presque personne ne parle. Ne manquez pas la suite, vous découvrirez le secret dont dépend tout l'Internet mondial. Nous nous trouvons actuellement à bord d'un navire câblier, et sous mes pieds, dans une cale immense, reposent des milliers de kilomètres de câbles. Observez ce câble de près. En eau peu profonde, il fait environ l'épaisseur de votre bras, car là, il doit affronter les ancres des navires et les requins affamés. Mais en haute mer, il devient fin comme un tuyau d'arrosage, environ 21 mm de diamètre. Toute cette immense quantité de données transite par des fibres optiques, dont chacune ne mesure que 125 micromètres d'épaisseur. C'est à peine plus épais qu'un cheveu humain. Un seul câble peut contenir de 8 à 24 de ces fils, protégés par de multiples couches de plastique, de fils d'acier, de tubes de cuivre et d'isolants extérieurs. Descendons dans la cale. Cet endroit s'appelle le carrousel. Voici un cylindre géant de 15 mètres de diamètre, dans lequel le câble est enroulé en spirale. Le chargement du câble à bord du navire relève d'un véritable exercice de patience. Le navire est à quai près de l'usine, et le câble migre lentement de l'atelier vers la cale, à une vitesse d'environ 1 km à l'heure. Si la ligne fait 6000 km de long, le chargement peut durer 2 ou 3 semaines sans interruption. Ce navire transporte actuellement 5000 tonnes de câbles. Un poids colossal qui exige du capitaine et des ingénieurs une précision d'orfèvre pour équilibrer le bâtiment. Voyons maintenant comment tout cela se retrouve dans l'eau. Lorsque le navire appareille, le câble commence à se dérouler par un système de poulies de tension à la poupe. La vitesse du navire reste alors modeste, 1 à 2 nœuds, soit environ 2 à 3 km à l'heure. C'est très lent, mais impossible de se presser. En eau peu profonde, jusqu'à 1000 mètres de fond, on ne se contente pas de jeter le câble par-dessus bord. Pour le protéger des agressions extérieures, on utilise une charrue sous-marine gigantesque. Cet engin pèse près de 30 tonnes et se traîne derrière le navire au bout d'un câble d'acier.
La charrue creuse dans le fond marin une tranchée d'environ 1 mètre de profondeur, y dépose le câble et le recouvre aussitôt de sédiments. C'est un processus éprouvant qui exige une surveillance constante de la part des opérateurs de véhicules télécommandés. Justement, parlons de ces engins. Regardez ce robot sous-marin actuellement sur le pont. Il vaut plusieurs millions d'euros et est équipé de bras manipulateurs, de caméras et de moteurs puissants. Sa mission ? Plonger jusqu'à 3000 mètres de profondeur pour inspecter l'état du câble ou participer à sa réparation. Lorsque nous atteignons les vraies profondeurs, 5000, 6000, voire 8000 mètres, la charrue devient inutile. Là-bas, dans l'obscurité totale et sous une pression de 800 atmosphères, le câble repose simplement sur le fond. À de telles profondeurs, il est en sécurité, car il n'y a ni navire, ni filet de pêche, seulement le calme et une eau glaciale à environ 2 degrés Celsius. Mais il existe un problème technique. Le signal lumineux dans la fibre optique s'affaiblit avec le temps. Tous les 60 à 100 km environ, nous devons amplifier ce signal. Pour cela, on installe dans le câble des répéteurs, sorte de barils métalliques d'environ 1 mètre de long, pesant plus de 200 kg. À l'intérieur de chacun de ces répéteurs se trouve une électronique ultra sophistiquée qui doit fonctionner sans interruption pendant 25 ans. Et là se pose une question. D'où tirent-ils leur alimentation au fond de l'océan ? La réponse est saisissante. Nous acheminons un courant continu d'une tension pouvant atteindre 10 000 volts directement par la gaine de cuivre du câble lui-même depuis les stations côtières. C'est une tension extrêmement dangereuse qui exige une isolation parfaite. Le tracé est calculé pendant des années. Avant que le navire ne prenne la mer, des bâtiments de recherche spécialisés étudient le relief des fonds à l'aide de sonars. Nous devons éviter les volcans sous-marins, les zones de failles tectoniques actives et les fosses profondes. Même un léger glissement de terrain au fond de l'océan peut rompre le câble comme un simple fil. Lorsqu'une rupture se produit, commence alors une opération de sauvetage d'Internet. Un navire spécialisé se rend sur le site de l'incident, remonte à l'aide de grappins les 2 extrémités du câble depuis plusieurs kilomètres de profondeur, et dans un laboratoire stérile à bord, les ingénieurs soudent les fibres optiques. C'est un travail d'orfèvre, surtout au milieu d'un océan déchaîné. Le coût d'un tel projet peut atteindre 500 millions d'euros. Ce sont des investissements colossaux, généralement réalisés par des consortiums de grandes entreprises technologiques et de géants des télécommunications. Chaque câble possède une capacité de transmission de centaines de terabits par seconde. Cela permet à des millions de personnes de regarder simultanément des vidéos en streaming haute définition, d'effectuer des transactions financières et de communiquer. Nous percevons souvent Internet comme quelque chose d'éthéré et d'immatériel. Mais en réalité, ce sont des centaines de milliers de tonnes de verre, d'acier et de polyéthylène qui reposent dans l'obscurité des profondeurs océaniques. Nous voyons maintenant un nouveau répéteur progresser lentement à travers le système de poulies avant de disparaître dans l'eau. Cela semble assez banal, mais derrière cet instant se cachent des décennies de recherche scientifique et le travail de milliers de personnes. La précision de pose du câble doit être phénoménale. Grâce à la navigation par satellite et à des algorithmes complexes, le navire maintient son cap avec une déviation de quelques mètres seulement en pleine mer. C'est crucial, car la moindre erreur pourrait faire reposer le câble sur une saillie rocheuse acérée qui l'userait en quelques mois. Autre moment fascinant, l'arrivée du câble à terre. Ce n'est pas simplement un fil qui dépasse du sable. Généralement, sous la plage, on fore un puits incliné spécial de plusieurs centaines de mètres qui débouche loin en mer, sous la ligne de déferlement. Ainsi, nous protégeons le câble des vagues et des touristes curieux. À terre, le câble pénètre dans un bâtiment renforcé spécial, la station d'atterrissage, où le signal est transformé puis acheminé vers le réseau terrestre. Internet n'est pas un petit nuage, c'est une réalité très lourde et éclatante. Si cette visite vous a plu,
n'oubliez pas de laisser un like et d'écrire en commentaire ce que vous aimeriez encore découvrir de l'intérieur. Peut-être irons-nous visiter l'usine qui fabrique ces fameux répéteurs, ou jeter un œil au centre de contrôle des vols des satellites de communication. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur ce navire. À bientôt dans les prochains épisodes, où nous continuerons à démonter le monde pièce par pièce. La pierre que nous tenons entre nos mains, fragment modeste de roche marqué de veines vertes ou bleues caractéristiques, recèle en vérité le potentiel de milliers de kilomètres de câbles qui irriguent nos métropoles modernes. Le minerai de cuivre n'est pas un cristal raffiné, destiné à la joaillerie, mais le socle austère sur lequel repose toute l'architecture énergétique de la planète. Le parcours qui mène de cette roche dure, arrachée aux profondeurs de l'écorce terrestre, jusqu'au fin circuit imprimé du chargeur de votre smartphone, constitue l'un des processus les plus exigeants et les plus monumentaux de l'industrie contemporaine. On qualifie le cuivre de métal d'avenir, non pas en raison de sa rareté, mais de son caractère irremplaçable dans un monde qui délaisse rapidement les combustibles fossiles au profit de l'électricité. Tout commence au plus profond de la Terre, ou dans des carrières colossales, qui par leur taille, évoquent de véritables canyons artificiels. Les plus grands gisements de cuivre, comme l'Escondida chilienne ou Chuquicamata, sont d'immenses gouffres creusés dans le désert, où les machines travaillent 24 heures sur 24. L'extraction du cuivre est une affaire de volume considérable. La teneur en métal du minerai dépasse rarement 1% et descend parfois sous la barre du demi-pourcent. Cela signifie qu'il faut traiter des tonnes de roches pour obtenir quelques kilogrammes de cuivre pur. Le minerai se présente traditionnellement sous forme de sulfure ou d'oxyde, et chaque type exige sa propre approche. Le plus répandu est la chalcopyrite, un minéral complexe où le cuivre s'associe au fer et au soufre. Son éclat doré trompe souvent les chercheurs de trésors inexpérimentés, mais pour les industriels, cet éclat est le signal de la présence d'une ressource stratégique. L'ampleur de l'extraction défie l'imagination. Lorsque vous vous tenez au bord d'une carrière centrale, les camions-bennes géants d'une capacité de 300 tonnes semblent de simples insectes rampant sur des routes en spirale qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Mais le véritable travail commence après que les explosifs ont fragmenté la couche monolithique. Le minerai extrait est acheminé vers les usines d'enrichissement, où la roche est transformée en poussière. Dans d'immenses broyeurs, des billes d'acier réduisent la roche dure en une poudre fine, comme de la farine. Vient ensuite l'étape de la flottation, un procédé chimique où le minerai broyé est mélangé à de l'eau et à des réactifs spécifiques. Des bulles d'air captent les particules du minéral moyen et les transportent à la surface sous forme d'une mousse épaisse, laissant la gangue stérile au fond. Le concentré, qui contient désormais environ 30% de ce métal, n'est qu'un maillon intermédiaire. La transformation du concentré en cuivre pur exige le feu et la haute tension. Dans les fours de fusion, à des températures dépassant 1000 degrés, les impuretés de fer et de soufre sont éliminées. La mate obtenue subit une purification supplémentaire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un milieu noir. Toutefois, ce métal ne convient pas à la transmission d'énergie. Pour les besoins électrotechniques, le cuivre doit être presque parfaitement pur, de l'ordre de 99,99%. Cela s'obtient par raffinage électrolytique. De grandes plaques de cuivre sont immergées dans un bain d'acide, où, sous l'action du courant électrique, les ions métalliques migrent d'une électrode à l'autre, laissant tous les éléments étrangers dans le dépôt. Ce dépôt, d'ailleurs, contient souvent de l'or et de l'argent, ce qui rend l'extraction du cuivre plus rentable.
La transition énergétique, dont on parle aujourd'hui à tous les niveaux, est impossible sans cuivre. Si l'aluminium est devenu le métal de l'aviation, le cuivre forme le système nerveux du réseau électrique mondial. Chaque éolienne, chaque panneau solaire nécessite plusieurs fois plus de cuivre que les centrales thermiques traditionnelles. Une voiture électrique contient 4 fois plus de fils de cuivre qu'un véhicule à moteur à combustion interne. Ces kilomètres de câbles, dissimulés sous le capot, dans les murs des bâtiments et sous terre, assurent la circulation des électrons qui fait vivre notre civilisation. Le cuivre possède une conductivité électrique unique, dépassée seulement par l'argent. Mais grâce à sa disponibilité relative, il est devenu le matériau incontournable pour transporter l'énergie sur de longues distances sans perte significative. Les villes modernes sont, en substance, de gigantesques réservoirs de cuivre. Si l'on imaginait une mégapole dépouillée de son béton et de son verre, nous verrions apparaître un réseau incroyablement dense de filaments cuivrés. Ils parcourent chaque surface des gratte-ciel, assurant le fonctionnement des ascenseurs, de la climatisation, des salles serveurs et de l'éclairage. Dans un appartement contemporain standard, des dizaines de kilogrammes de ce métal sont enfouis. Une quantité considérable d'infrastructures techniques, des canalisations d'eau au système de chauffage, repose également sur le cuivre en raison de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés bactéricides. C'est un métal qui non seulement conduit la lumière, mais protège aussi notre santé en empêchant les microbes de proliférer sur les surfaces. Mais le minerai de cuivre est une ressource épuisable. Les gisements où le métal affleure près de la surface s'amenuisent progressivement. Cela contraint les compagnies à creuser toujours plus profond, à construire des mines à plusieurs kilomètres sous terre, où la température de la roche dépasse 50 degrés et où la ventilation et la sécurité exigent des moyens colossaux. Les défis technologiques croissent au rythme de la demande. Le monde se trouve face à un dilemme. Nous avons besoin de toujours plus de matière pour alimenter les énergies vertes, mais son extraction devient de plus en plus complexe et gourmande en ressources. C'est là que naît le concept de recyclage. Le cuivre peut être refondu à l'infini sans perdre ses qualités. Vieux câbles, transformateurs démantelés, appareils électroniques mis au rebut constituent un minerai urbain, dont la valeur égale celle des gisements andins. Si la demande de cuivre augmente, cela signifie que de nouvelles usines se construisent, que les villes s'étendent et que les technologies progressent. Lorsque l'activité sur le marché du cuivre décline, cela annonce une récession mondiale. Aucun autre matériau n'entretient un lien aussi étroit avec la notion de progrès. Nous vivons à une époque où la numérisation semble éthérée et immatérielle, mais en réalité, chaque message envoyé par messagerie instantanée et chaque transaction bancaire physique transite par des ports et des câbles en cuivre. Le cuivre occupe une place particulière dans le développement des énergies renouvelables. Les parcs éoliens en mer nécessitent des milliers de tonnes de ce métal pour les câbles sous-marins reliant les turbines à la côte. Les vastes étendues de centrales solaires sont parcourues de barres collectrices et de fils qui captent l'énergie des photons pour la rassembler en un seul réseau. Sans ce métal, toute vision d'un avenir écologique et propre resterait lettre morte. Nous ne remarquons pas souvent l'ampleur de l'intervention humaine dans la nature pour obtenir cette ressource. La réhabilitation des terres, après l'extraction du cuivre, constitue un processus complexe qui implique le traitement des eaux usées contre les acides et les métaux lourds. Les entreprises concernées dépensent des milliards de dollars pour que, après la fermeture des carrières, le territoire redevienne habitable. C'est là une partie du prix que l'humanité paie pour son confort et son indépendance énergétique. Toutefois, comparé à d'autres types de combustibles, le cuivre demeure l'une des solutions les plus rationnelles. Il ne se disperse pas dans l'atmosphère, mais s'accumule dans les infrastructures, formant un capital durable pour notre civilisation.
Renflouer un navire coulé coûte plus cher que de le construire à neuf. C'est un fait absurde qui va à l'encontre de toute logique financière un peu sensée. Mais c'est la pure vérité. Quand une énorme caisse de fer d'un poids de plusieurs dizaines de milliers de tonnes part par le fond, elle se transforme aussitôt en un gouffre sans fond pour l'argent. On se dirait, pourquoi toucher à ce qui a déjà coulé? Qu'il reste là, en bas, à nourrir les poissons et à distraire les plongeurs. Mais non, l'humanité s'entête à dépenser des centaines de millions d'euros, à risquer la vie des meilleurs plongeurs de la planète et à inventer des montages d'ingénierie de dingue juste pour arracher un tas de ferraille rouillée et le ramener à la surface. L'ingénierie du renflouement, c'est l'attraction la plus chère, la plus dangereuse et la plus insensée du monde, où une petite erreur de calcul transforme un navire géant en tas de ferraille en plein levage. La raison principale pour laquelle ces opérations démesurées finissent par avoir lieu, c'est la terreur écologique et le blocage des routes maritimes. Quand un gros navire se couche au fond au milieu d'une autoroute maritime très fréquentée, il paralyse le business. Les pertes dues à l'arrêt des autres navires dépassent vite le coût de n'importe quelle opération de sauvetage. Et en plus, à l'intérieur de chaque monstre de fer coulé, il reste des milliers de tonnes de carburant, d'huile et d'autres produits chimiques toxiques. Si tout ce mélange se met à fuir près d'une côte touristique, les amendes et la catastrophe écologique liquident carrément l'entreprise propriétaire. Alors il faut payer. Et payer tellement que seule une poignée d'entreprises spécialisées dans le monde ont la technologie et le cran de se lancer dans un tel chantier. C'est un business aux enjeux énormes, où sont en jeu la réputation, des milliards et des vies humaines. Tout le processus de renflouement est une guerre permanente contre la physique, l'eau et un poids colossal. Quand un navire coule, il cesse d'être du simple fer posé au fond. L'eau remplit chaque espace intérieur, chaque cabine et chaque cale. En plus, le navire se fait généralement aspirer par la vase du fond, qui le retient d'une poigne de mort. Cet effet de succion contre le fond est si puissant que les ingénieurs doivent appliquer une force qui dépasse de plusieurs fois le poids net du navire lui-même, rien que pour le décoller du plancher marin. L'hydrodynamique et les lois d'Archimède, à cette profondeur, se mettent à jouer contre les humains. Si tu essaies simplement de tirer le navire vers le haut avec des grues puissantes, les câbles d'acier, épais comme la jambe d'un adulte, cassent comme des fils pourris, et la coque se disloque en plusieurs morceaux. La méthode la plus populaire et en même temps la plus capricieuse pour redonner vie à un navire, c'est d'utiliser l'air et des pontons gigantesques. Ça marche comme les brassards des enfants à la piscine, sauf que c'est à l'échelle d'un enfer industriel. Les ingénieurs fixent au flanc du navire coulé d'énormes réservoirs métalliques ou en toile, vides. Ensuite, les plongeurs descendent à une profondeur de plusieurs dizaines de mètres, soit des centaines de pieds, en risquant l'accident de décompression ou tout simplement de finir écrasés, et raccordent les tuyaux. Étape suivante, chasser l'eau. De puissants compresseurs en surface se mettent à injecter de l'air comprimé là-dedans. L'eau sort, les pontons gagnent en flottabilité et commencent à tirer le navire vers le haut. À ce moment-là, commence le vrai cirque de l'équilibre. Si l'air entre d'un côté un peu plus vite, ou si l'un des pontons se remplit de façon inégale, une gîte critique apparaît. Le navire peut brusquement se retourner sous l'eau, arracher toutes les fixations et retomber au fond, mais cette fois, cassé en deux. Contrôler cet équilibre à 50 mètres de profondeur, soit environ 160 pieds, dans une eau trouble où la visibilité ne dépasse souvent pas 30 cm, à peine un pied, c'est un genre de masochisme d'ingénierie à part. Les spécialistes en surface calculent chaque litre d'air, car quand le navire se met à remonter, la pression de l'eau baisse, l'air à l'intérieur des pontons se dilate et le navire commence à jaillir vers la surface à une vitesse incontrôlable. Si tu n'as pas le temps de purger l'excès de pression, les pontons explosent tout simplement sous la surcharge interne.
le navire est trop gros ou tellement abîmé qu'il est impossible de le remonter entier, les ingénieurs sortent leur outil préféré et le plus radical, des scies géantes. La méthode qui consiste à découper les navires coulés est épique au maximum et absurde à la fois. À la place de grues de levage délicates, on utilise un câble d'acier spécial, doté d'éléments ultra résistants, qu'on fait passer sous la coque du navire. 2 navires puissants en surface se mettent à tirer ce câble d'avant en arrière en travaillant comme une scie à main démesurée. Ce processus dure des jours et des semaines. Le câble use littéralement les épais flancs d'acier, les ponts et les cloisons internes du navire, en le découpant en plusieurs morceaux nets de plusieurs milliers de tonnes chacun. Cette méthode, même si elle paraît brutale, réduit énormément les risques. Lever 5 morceaux séparés d'un navire, c'est bien plus simple que d'essayer de sortir une seule structure sinistrée énorme qui tient à peine debout. Mais il y a un hic. Pendant la découpe, tout ce qui était planqué dans les cales commence à en sortir. Si les ingénieurs ont mal fait la reconnaissance et ont manqué un réservoir d'huile ou de carburant, la scie transforme les eaux alentours en zone de désastre écologique en quelques minutes. C'est pour ça qu'avant chaque découpe, les plongeurs doivent inspecter, littéralement à l'aveugle, chaque centimètre des espaces internes du navire coulé. Un point à part dans cette liste de folies marines, c'est le facteur humain. Parfois, les ingénieurs doivent corriger des erreurs de capitaine tellement épiques et tellement bêtes que ça ne provoque qu'un rire homérique. Tout le monde se souvient de l'histoire de cet énorme paquebot de croisière qui a chaviré au large des côtes de l'Italie, juste parce que le capitaine avait décidé de s'approcher de l'île pour frimer devant des connaissances. Résultat, un navire d'un poids de plus de 114 000 tonnes s'est couché sur le flanc sur les rochers. L'opération de sauvetage a duré près de 2 ans et a coûté plus d'1 milliard d'euros. Pour remettre cette masse en position verticale, les ingénieurs ont dû construire au fond de la mer toute une plateforme artificielle en béton et en acier, souder sur un flanc du navire des caissons métalliques géants de la taille d'immeubles de 11 étages et les remplir d'eau en guise de contrepoids. Ce fut un cas unique où, pour relever un seul navire, il a fallu construire en plus plusieurs petites usines sur la rive. Chaque renflouement réussi est un triomphe de l'obstination humaine. Sur le bon sens et sur les éléments, mais même avec les ordinateurs et les satellites les plus modernes, l'océan rappelle sans cesse qui commande ici. Une tempête qui se déchaîne pendant la phase finale du levage peut, en quelques heures, réduire à néant le travail de plusieurs mois et envoyer au fond non seulement le navire coulé, mais aussi le matériel des sauveteurs. C'est justement pour ça que le coût de ces travaux se calcule avec des marges énormes et que les assureurs blanchissent à chaque projet de ce genre. Ce business ne pardonne pas l'excès de confiance. Quand tu regardes ces belles images où la proue rouillée du navire émerge enfin de l'eau sous les cris de joie de l'équipe, souviens-toi que derrière ces quelques secondes se cachent des milliers d'heures de travail infernal dans le noir total au fond de la mer, des millions de neurones grillés chez les ingénieurs et des budgets avec lesquels on pourrait s'acheter un petit pays insulaire. Chaque année, des milliers de tonnes de chaînes d'ancrage sont fabriquées dans le monde. Ces géants d'acier dont dépend littéralement le destin des supertankers et porte-avions. Mais que diriez-vous si je vous affirmais qu'un seul maillon de cette chaîne peut peser plus lourd que 3 adultes réunis et résister à des charges de milliers de tonnes en pleine tempête? Pourquoi les navires modernes nécessitent-ils des chaînes 3 fois plus imposantes qu'à l'époque du Titanic? Et quel minuscule détail à l'intérieur du maillon détermine si le navire restera à l'ancre ou dérivera en pleine mer? La plupart des gens ne remarquent jamais cet élément. Pourtant, c'est lui qui sauve la flotte dans les pires moments. Restez avec nous et vous découvrirez un fait sur ces chaînes qui transformera complètement votre vision de la sécurité maritime.
Les chaînes d'ancrage des supertankers et porte-avions modernes impressionnent par leurs dimensions. Le poids d'un seul maillon peut atteindre 250 kg, environ le poids de 3 hommes adultes réunis. À titre de comparaison, le légendaire Titanic, qui appareilla pour son unique voyage en 1912, possédait des chaînes dont les maillons pesaient environ 80 kg. En un siècle, la taille des navires et de leur système d'ancrage a triplé. C'est une réponse aux nouveaux défis. Les pétroliers modernes atteignent 400 mètres de long et pèsent des centaines de milliers de tonnes à pleine charge. Les porte-avions de classe Nimitz pèsent près de 100 000 tonnes. Maintenir de tels géants en place exige des chaînes d'une résistance hors du commun. La fabrication d'une chaîne d'ancre est un art à part entière, qui conjugue le feu, la force et la précision. Le processus débute avec une barre d'acier chauffé à blanc d'environ 160 mm de diamètre pour les plus grands navires. Cette barre est portée au four à une température de 1300 degrés Celsius, jusqu'à ce que le métal devienne rouge vif et malléable. Lorsque l'acier atteint la température requise, le façonnage commence. Des machines hydrauliques ou pneumatiques spéciales saisissent la barre incandescente et la cintrent en ovale. Ce n'est pas un processus rapide. Chaque mouvement doit être maîtrisé pour que le métal ne se fissure pas et conserve sa structure interne. Les maîtres le savent, cintrer trop vite et la barre se brise, trop lentement et elle refroidit, devenant fragile. Lorsque l'ovale est formé, ses extrémités restent ouvertes. C'est un moment critique. Le maillon chauffé est glissé à travers un maillon déjà achevé et fermé de la chaîne. On crée ainsi une liaison indissoluble. Chaque maillon passe physiquement à travers le suivant, comme les anneaux d'une cotte de mailles ancienne. Vient alors l'étape la plus délicate, refermer le maillon sans compromettre sa résistance. Plusieurs technologies existent. La traditionnelle, le forgage par résistance électrique, soude les deux extrémités sous une pression considérable. La plus moderne, le soudage par étincelage, chauffe les extrémités par une puissante décharge électrique jusqu'au point de fusion, puis les assemble instantanément sous une pression de plusieurs tonnes. Le point de jonction est le maillon le plus vulnérable de la chaîne. C'est là que l'acier a subi les contraintes thermiques et mécaniques les plus importantes. C'est pourquoi, après le soudage, le maillon est à nouveau chauffé et forgé sous un puissant marteau pesant plusieurs tonnes. Chaque coup de marteau compacte le métal, uniformise sa structure, élimine les micropores invisibles qui pourraient devenir des points de rupture futurs. Le processus rappelle la façon dont les forgerons médiévaux martelèrent leurs lames d'épées à maintes reprises, à ceci près que l'échelle est tout autre. Le marteau tombe d'une hauteur de plusieurs mètres, créant un impact de plusieurs dizaines de tonnes. L'acier incandescent étincelle sous les coups, acquérant progressivement une densité et une forme parfaite. Après le forgeage, l'ensemble de la chaîne subit un traitement thermique, une chauffe et un refroidissement contrôlé, qui confèrent à l'acier une combinaison optimale de dureté et de résilience. C'est un processus délicat. Si le refroidissement est trop rapide, l'acier devient cassant et risque de se fissurer sous charge. S'il est trop lent, il sera mou et se déformera. Les chaînes forgées possèdent un avantage unique sur celles moulées ou fabriquées par d'autres méthodes. Lorsque l'acier se déforme sous pression, sa structure cristalline s'aligne le long des lignes de contrainte, créant une texture fibreuse, semblable aux fibres du bois. Cette orientation rend le métal forgé nettement plus résistant
dans la direction où il subira la charge principale en service. Aucune chaîne ne part à bord sans avoir subi des essais rigoureux. D'abord, l'inspection visuelle. Chaque maillon est examiné pour déceler fissures, irrégularités, défauts de soudure. Ensuite, le balayage par ultrasons révèle les porosités internes et les micro-fissures invisibles à l'œil nu. Les rayons X contrôlent la qualité des assemblages soudés. Mais l'épreuve la plus décisive reste le test mécanique. Des sections de chaîne sont fixées dans des bancs d'essai hydrauliques et soumises à une charge dépassant de 1,5 fois à 2 fois la charge de service. Si la chaîne résiste sans déformation, elle est validée. Si un seul maillon manifeste une faiblesse, toute la section repart en refonte. Pour les plus grandes chaînes, ces essais atteignent des proportions impressionnantes. Imaginez une machine tirant une chaîne avec une force de plusieurs centaines de tonnes. C'est comme suspendre des dizaines de poids lourds à un seul maillon. Le métal gémit, s'étire, mais ne doit jamais céder. Les plus grandes chaînes d'ancrage ont un diamètre de tige compris entre 150 et 170 mm. C'est plus épais qu'un bras humain. Chaque maillon mesure environ 1 mètre de long et son poids, comme nous l'avons déjà mentionné, peut atteindre 250 kg. Pourquoi de telles dimensions? La réponse est simple, la résistance. Une seule chaîne de porte-avions doit supporter une charge de milliers de tonnes. Ce n'est pas une exagération. Lorsqu'un navire de 100 000 tonnes mouille par gros temps, la force du vent et des vagues génère d'énormes contraintes dynamiques. La chaîne ne doit pas simplement retenir le navire, elle doit absorber ces chocs, s'étirer et se comprimer, fonctionnant comme un énorme amortisseur. La longueur de la chaîne est tout aussi cruciale. Pour les grands navires, elle peut atteindre des centaines de mètres. Un porte-avions américain de classe Nimitz possède des chaînes de 120 mm de calibre, et chaque maillon pèse 163 kg. La longueur totale de chaîne à bord peut dépasser 500 mètres. Et le poids total de toutes les chaînes, plus de 200 tonnes. Si l'on examine attentivement les chaînes d'ancrage professionnelles, on remarque un détail intéressant. À l'intérieur de chaque maillon se trouve une entretoise transversale, le stud. Ce petit élément, en apparence, joue un rôle considérable. L'entretoise empêche les maillons de se déformer sous la charge, de se tordre ou de se replier en accordéon. Sans entretoise, la chaîne soumise à une forte pression risquerait de se déformer. Les maillons s'emboîteraient les uns dans les autres et toute la structure perdrait sa résistance. L'entretoise est soudée ou forgée à l'intérieur du maillon lors de sa fabrication et devient partie intégrante de celui-ci. Pour les plus grands maillons, cette entretoise peut peser à elle seule entre 20 et 30 kg. Créer la chaîne n'est que la moitié du travail. Il faut encore la protéger contre l'ennemi principal de toutes les structures métalliques en mer, la corrosion. L'eau salée, particulièrement sous les tropiques, est extrêmement agressive. Sans protection, même l'acier le plus résistant commencera à rouiller en quelques mois. La méthode de protection la plus répandue est la galvanisation à chaud. La chaîne terminée est plongée dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés Celsius. Le zinc recouvre chaque centimètre de surface d'une couche épaisse qui agit comme une anode sacrificielle. Il s'oxyde à la place de l'acier, protégeant ainsi le métal de base. Cette machine alimente toute une ville. Me voilà devant les grilles de fer de l'usine. Et déjà, je ressens cette conscience qui m'envahit. Derrière ces murs,
on fabrique des machines qui fournissent littéralement l'électricité à des millions de gens. Aujourd'hui, nous visitons une usine de transformateurs de puissance. Des gros, des très gros. Le genre dont un seul exemplaire pèse autant que 300 voitures ordinaires. Pas mal, n'est-ce pas? Et bon sang, j'ai déjà hâte d'entrer. Vous êtes prêts à découvrir ce nouveau monde avec moi? Alors allons-y, on nous attend. Avant d'entrer, quelques mots sur ce qu'est un transformateur de puissance et pourquoi il est indispensable. Toute l'électricité qui arrive chez vous a parcouru un long chemin. La centrale produit du courant à une tension relativement basse, puis un transformateur l'élève à, disons, 330 000 volts. Et c'est à cette tension que l'énergie voyage sur des centaines de kilomètres de câbles. Car plus la tension est élevée, plus les pertes sont faibles. Près de la ville, un autre transformateur abaisse cette tension à un niveau adapté au réseau et aux besoins domestiques. Sans cette chaîne, rien. Ni lumière, ni café, ni téléphone chargé. J'entre dans l'usine, et ce qui frappe d'emblée, ce sont les dimensions de l'atelier. Le plafond culmine à quelques 25 mètres, la largeur de la travée, près de 70 mètres. Et partout, des ponts roulants, car ici, littéralement, rien ne se soulève à la main. Le poids des pièces commence à quelques tonnes et finit dans les centaines. On me dit que le plus gros transformateur fabriqué ici pesait 420 tonnes en état de remplissage. J'essaie de saisir ce chiffre et n'y parviens pas. Tout commence par le circuit magnétique. C'est le cœur du transformateur. On le fabrique en acier spécial laminé à froid à structure granulaire orientée. L'épaisseur d'une tôle, de 0,27 à 0,35 mm. C'est 5 à 6 fois plus fin qu'un cheveu humain. Les tôles sont découpées sur des lignes spécialisées et chacune est obligatoirement recouverte d'une fine couche de vernis isolant. Sinon, des courants de Foucault se forment entre les plaques et toute la structure chauffe, transformant l'énergie électrique en chaleur au lieu de la transmettre. Ensuite, ces tôles sont empilées en paquets, l'une sur l'autre avec un décalage de quelques centimètres pour que les joints ne coïncident pas. Cette technique s'appelle le recouvrement oblique et elle réduit considérablement les pertes dans l'acier. Cela ressemble à un assemblage de puzzles très méthodique et monotone. Si ce puzzle pesait plusieurs tonnes et nécessitait une précision au dixième de millimètre. Les ouvriers à ce stade portent des gants, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour ne laisser aucune trace de graisse sur la surface, car cela affecte les propriétés magnétiques. Un détail qui compte. Le circuit magnétique achevé est serré par des tiges de compression et immédiatement vérifié. On mesure la géométrie. L'écart ne doit pas dépasser 2 mm par mètre de hauteur. Vient ensuite l'essai préliminaire à vide. On applique une tension réduite au circuit magnétique et l'on mesure le courant de magnétisation ainsi que les pertes. Si les valeurs sortent de la tolérance, on cherche la cause et l'on recommence. Personne n'a envie de découvrir un problème après l'installation dans un poste situé à 300 km de l'usine. Les enroulements, prochaine grande étape, est sans doute la plus laborieuse. C'est ici que l'on bobine le fil de cuivre ou d'aluminium et selon le niveau de tension, il peut être très différent. Pour l'enroulement basse tension, un fil rectangulaire épais d'une section parfois de 200 ou 300 mm². Pour l'enroulement haute tension, un fil plus fin, mais l'isolation est sérieuse. Chaque couche d'enroulement est recouverte de papier ou d'un ruban isolant spécial, et l'épaisseur totale de l'isolation entre les enroulements peut atteindre plusieurs dizaines de millimètres.
Les enroulements sont bobinés sur des machines horizontales à commande numérique. La machine maintient la tension du fil programmé, compte les spires, respecte l'angle de pose. Mais aux étapes finales, il y a toujours un opérateur à proximité. Il vérifie la disposition de chaque couche. Car la moindre bulle d'air ou pli dans le papier constitue un point de claquage évident lors des essais. Et un claquage sous 220 000 volts, ce n'est beau que de loin et en vidéo. Une fois les enroulements terminés, on les enfile sur les noyaux magnétiques et on les fixe avec des pièces d'écartement. L'élément actif assemblé, le circuit magnétique avec les enroulements, est chargé dans un four spécial de séchage. La température y atteint environ 110 degrés Celsius. La durée de séchage varie de 40 à 80 heures selon la taille du transformateur. L'objectif ? Éliminer toute l'humidité de l'isolation en papier, car l'humidité réduit drastiquement la tension de claquage et accélère le vieillissement. Après le four, l'humidité du papier doit être inférieure à 0,5%. On vérifie cela en mesurant la résistance d'isolement et la tangente de l'angle de perte diélectrique. Deux valeurs qui en disent plus aux spécialistes sur l'état de l'isolation que n'importe quel examen visuel. Parallèlement au séchage, on prépare la cuve. La cuve, c'est le corps du transformateur, et ce n'est pas non plus une simple boîte en fer. Les parois sont soudées à partir de tôles d'une épaisseur de 10 à 25 mm, renforcées par des nervures de rigidité, auxquelles on soude des radiateurs de refroidissement. Un grand transformateur peut comporter 8 à 10 panneaux de radiateurs de plusieurs mètres de haut chacun. Et toute cette construction doit résister au vide et à la pression de l'huile sans la moindre fuite. Avant l'assemblage, la cuve est obligatoirement sablée et peinte à l'intérieur, car toute trace de rouille dans l'huile compromet la longévité de l'ensemble. Après séchage, les éléments actifs sont descendus dans la cuve, à nouveau à l'aide d'un pont roulant. Et l'on commence à remplir d'huile de transformateur. L'huile remplit ici deux fonctions simultanées, le refroidissement et l'isolation supplémentaire. Le remplissage s'effectue sous vide, car même les microbules d'air dans l'huile constituent autant de points de décharge. Le processus de remplissage d'un grand transformateur prend 12 à 16 heures. Le volume d'huile peut atteindre 30 à 50 000 litres. Pour donner une idée de l'échelle, c'est comme remplir 4 à 5 piscines de taille moyenne. Et voilà enfin, les essais. C'est ma partie préférée, car c'est là que tout devient véritablement effrayant et captivant à la fois. Le transformateur est transporté dans un laboratoire blindé spécial, une vaste pièce en cage de Faraday. Et les vérifications commencent. On mesure d'abord les coefficients de transformation, la résistance des enroulements, le courant à vide. Puis viennent les essais à tension élevée. On applique sur l'enroulement une tension plusieurs fois supérieure à la tension nominale. Pour un transformateur de classe 220 kV, la tension d'essai peut atteindre 4 à 500 kV. S'il tient 1 minute sans claquage, c'est bon. S'il ne tient pas, on repart de zéro. Et vous, revenez à la vidéo et abonnez-vous. Mais le plus spectaculaire, c'est l'essai au choc de foudre. Un générateur spécial crée une impulsion de tension qui imite un coup de foudre. Montée de la tension en 1 à 2 microsecondes, puis décroissance progressive. L'amplitude va de 500 à 1500 kV selon la classe du transformateur. Tout cela se produit en quelques microsecondes. Il n'y a pas grand-chose à photographier. Un éclair, un claquement, et l'oscilloscope enregistre le résultat. Si la forme de l'impulsion, après le transformateur, diffère de l'étalon, une décharge s'est produite à l'intérieur. Alors commence un véritable travail de détective. Où et quoi? Parfois il faut 1 an pour trouver la réponse, parfois on doit démonter une partie de la structure.